Le journal de ce jeudi 4 octobre vous est présenté par Laure Girard. Avec au sommaire de ce journal la signature de nouveaux protocoles de soins entre le centre hospitalier d'Allonnes et la prison des Croisettes pour une meilleure prise en charge médicale des détenus. Le futur centre culturel des Jacobins sort de terre, le point sur l'avancée du chantier. Et puis la radio associative Fréquence Sillé met en place un partenariat avec 8 radios européennes. Vous l'avez dit, on commence donc ce journal par la prise en charge médicale des détenus, une nouveauté. L'enjeu est d'améliorer les soins, notamment la prise en charge des troubles psychiatriques accentués par l'enfermement en milieu carcéral. Le centre hospitalier d'Allonnes et la prison des Croisettes à Coulennes ont signé de nouveaux protocoles aujourd'hui. Les explications de Florent Clavel. Derrière ces signatures, plus de 2 années de travail. Un temps passé à réfléchir et à offrir des soins médicaux adaptés aux détenus, comme dans le domaine psychiatrique. À la maison d'arrêt Le Mans-les-Croisettes, la moitié des prisonniers souffrent de troubles. Certains sont liés directement à la prison. Il y a les crises de l'incarcération, le jugement, les mauvaises nouvelles extérieures. Et puis il y a une pathologie liée à l'enfermement. L'enfermement, c'est très pénible pour les humains. Les détenus bénéficient d'entretiens avec un psychiatre et bien sûr de la médecine classique. D'autres ateliers sont en place, cuisine, ergothérapie et art-thérapie. Mais il y a un frein, la surpopulation. 640 détenus pour seulement 400 places. Il faut donc trouver d'autres solutions à moindre coût. Ce qu'on attend à travers ce protocole, c'est des nouveaux partenariats avec la CPM, avec des associations, pour améliorer la prise en charge dans l'urgence, dans le cas des aménagements de peine, de la sortie, de la préparation, de la prévention de la récidive. L'après-prison est au cœur des préoccupations. La question qu'on se pose, c'est comment on assure la continuité de ces soins. Comment les traitements qu'on a commencés en prison, on va réussir à les continuer lorsque la personne n'est plus en prison. Avec un défi majeur, soigner l'addiction. 30% des détenus sont dépendants aux drogues ou aux alcools. Du rififi entre le MSB et la mairie du Mans. Hier, Christophe Lebouille, président du MSB, a demandé publiquement à la ville du Mans que des investissements soient réalisés dans la salle Antares, notamment en termes d'éclairage et d'accueil du public. Une déclaration faite au micro de nos confrères de Nostalgie Sarthe. Une demande qui a agacé le maire du Mans, précisant que les travaux demandés ont été évalués il y a quelque temps par les services de la ville à 120 000 €. Pour Jean-Claude Boulard, la période n'est pas propice aux investissements sur fonds publics. Il répondait ce matin même au micro de Michael Texier. La collectivité considère qu'en matière d'investissement basket, comme en matière d'investissement foot, du reste, nous avons fait ce qu'on nous demandait. Il n'y a plus à faire appel aux contribuables pour faire rayonner le basket. Au-delà de ce qu'on a fait, la meilleure manière de faire rayonner le basket, c'est ce que fait cette équipe, c'est ce que fait ce club, c'est d'avoir des belles saisons, un beau spectacle à Antares. Moi, il y aura du monde, il n'y a pas besoin de changer la lumière. En bref, ce jeudi soir, la circulation est bloquée au centre-ville du Mans en cause l'incendie d'une voiture peu avant 17 h au bas du tunnel Wilbur Wright. La conductrice du véhicule a eu le temps de sortir de l'habitacle avant que le moteur de la voiture ne s'enflamme. Un incendie rapidement maîtrisé par les pompiers. Après 2 ans de travaux, il sort enfin de terre. L'espace culturel des Jacobins se concrétise peu à peu. Visite du chantier avec Michael Texier. Au Mans, le chantier de l'espace culturel des Jacobins prend de la hauteur. Les élévations des différentes salles rendent plus concret aux yeux des Manceaux le futur centre culturel de la ville. Ici, côté Quinconce, des salles d'exposition, de spectacle et une salle polyvalente. Derrière, les immenses poutres métalliques du cinéma témoignent des dimensions du projet. Pour le cinéma, donc, le public est accueilli dans un hall haut, puis il accède donc en contrebas à un espace d'accueil et on retrouve après donc, un jeu d'escalator et de rampe pour desservir les 11 salles, puisque dans le projet nous aurons 3 salles hautes et 8 salles basses. Voici la plus grande d'entre elles, 370 places à 10 mètres sous terre. Dessous, il y a encore 2 niveaux de parking. Côté hauteur, le point culminant revient au théâtre. 17 mètres, c'est comme l'ancienne salle, mais c'est leur seul point commun.
Une salle de 830 places qui sera dotée notamment d'une fosse d'orchestre. C'est ce qui va nous permettre de programmer de l'opéra, de recevoir des ensembles philharmoniques. C'est le plus par rapport à l'ancienne salle. Aujourd'hui, 110 ouvriers travaillent sur le chantier. Le gros œuvre sera terminé au cours du premier trimestre 2013. On verra la forme définitive de la structure béton de la salle de théâtre qui sera terminée en mars-avril. Et les cinémas, à Noël, on devrait avoir terminé toutes les élévations. Cet immense chantier, débuté en novembre 2010, accuse un mois de retard. Mais l'objectif de présenter un spectacle ici pour les fêtes de fin d'année 2013 est toujours maintenu. Il est temps d'accueillir maintenant votre invité, Laure. Richard Germain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable CGT à l'usine Renault du Mans. Les ventes, on le sait, ont chuté de près de 20% durant les 9 derniers mois chez Renault. Lundi, Carlos Ghosn, le PDG de Renault, a admis que la production de voitures pourrait être revue à la baisse dans les prochains mois. Alors, est-ce que ça vous inquiète sur le site du Mans ? En fait, les inquiétudes, on les a déjà depuis un petit moment, parce que les baisses de vente en fait sont liées au pouvoir d'achat en fait des ménages en fait européens, et depuis cette période qu'on appelle la crise, les ventes n'ont cessé de reculer, et seulement un dispositif en fait de prime à la casse avait permis de colmater un peu les choses, mais on est aujourd'hui quand même sur une consommation, en tout cas dans l'automobile, qui est en deçà de ce qu'on a pu connaître. Donc les arguments de Ghosn disant qu'aucun site ne serait fermé, vous y croyez ou difficilement ? D'abord, moi, j'ai pas vocation, en tout cas, à relayer ce que Monsieur Ghosn, en tout cas, exerce, en tout cas, comme discours, et qui est un chantage, pour dire, il faut avoir peur parce qu'il y a des possibilités en fait de fermer des sites. Or, pourquoi à ce moment-là aller en ouvrir d'autres à travers le monde ? Si déjà on est surcapacitaire, comme il le dit, pourquoi avoir un projet d'ouvrir en fait en Algérie ? Pourquoi avoir un projet d'aller ouvrir en Chine ? Enfin, voilà. Alors, il y a une question qui se pose également sur l'investissement, les financements et notamment les subventions publiques. On sait que le site du Mans a reçu dernièrement, la semaine dernière, une grosse subvention publique, 1 800 000 euros partagés entre le Mans Métropole, le Conseil général, le Conseil régional également. Ça a fait débat au sein du Conseil communautaire. Est-ce que vous trouvez normal, vous, que les collectivités publiques investissent dans l'usine du Mans ? Vu le contexte de la trésorerie et des chiffres de Renault, non. Voilà, on est la seule organisation syndicale du site à l'avoir fait savoir, d'ailleurs, avant que le Conseil du Mans se prononce sur le sujet. Pourquoi ? Parce que Renault a une trésorerie disponible de 11 milliards d'euros, donc c'est une capacité en fait à s'endetter. Il y a quand même 45 emplois promis à la clé, c'est pour financer la recherche et développement, c'est pour financer aussi des emplois. C'est pour financer des emplois, sauf qu'en 2006, on nous a aussi déjà joué le même couplet en nous disant, pour la rénovation en tout cas du chantier de moulage à la fonderie, où encore les collectivités ont été mis à contribution, bien que ça maintiendrait l'emploi, 500 emplois en fait sur l'activité fonderie-usinage. Or le constat, c'est qu'il y a 400 emplois qui ont disparu du site depuis. Si en effet les 500 emplois sont maintenus sur ces deux secteurs-là, les autres secteurs, eux, se sont vidés et ce sont 400 emplois qui ont disparu. Alors vous restez vigilant sur le terrain des emplois, on le comprend, c'est la raison pour laquelle vous invitez vos collègues, vos collaborateurs à venir manifester à Paris ce mardi. Alors, votre manifestation, donc, ça va se passer comment concrètement ? D'abord, c'est une manifestation qui est à l'appel de 190 organisations syndicales en Europe. Et donc, du coup, c'est pour défendre l'industrie et les emplois qui y sont liés. Parce que, d'ailleurs, on le voit partout en Europe, c'est l'austérité qui est annoncée, en tout cas pour les populations et donc pour les salariés. Et derrière, ça n'est pas sans conséquence sur l'industrie et sur les emplois, en tout cas, qui y sont liés. Donc, nous, au Mans, on est dans le groupe Renault et on est aussi confronté à ces phénomènes d'appel, en tout cas, à la compétitivité en permanence,
face à la restriction, en tout cas des budgets, qui ont des conséquences sur l'emploi et conséquences plutôt néfastes. Donc vous avez des craintes, y compris sur le développement de l'industrie. Et vous avez des craintes au niveau local. On a des craintes, mais on a surtout des revendications pour dire que l'Europe, elle peut aussi fonctionner autrement. Et le progrès social, par exemple, est une piste. Et on peut aussi porter d'autres aspirations que l'austérité et la réduction, en tout cas des dépenses, comme c'est prôné chaque jour. Merci d'être venu sur ce plateau. On continue ce journal avec une page sport. Le Mans FC affrontera ce vendredi Sedan, l'actuelle lanterne rouge de Ligue 2. On connaît la composition à présent du groupe retenu par Denis Zanco, l'entraîneur. Pas de grosse surprise, si ce n'est le retour après blessure de Macarizé et de Thomer. À noter l'absence de Sanson, blessé à la cheville, et aussi la première sélection du jeune Joseph Mendes, 21 ans, et auteur de 3 buts en 4 matchs avec la réserve. Coup d'envoi de cette rencontre, 18h45 au MM Arena. Et puis en moto, le pilote manceau Louis Rossi passe à la catégorie supérieure, vainqueur du Grand Prix de France cette année en catégorie Moto 3. Il disputera le championnat du monde en Moto 2 l'année prochaine. Il sera au guidon d'une Mistral du team français Tech 3. Il l'a annoncé ce jour même. Pour terminer le journal, on part du côté de Sillé-le-Guillaume. Ça bouge dans le monde des radios associatives. Notamment sur Fréquence Sillé, cette radio bien connue des habitants du nord-ouest sartois a mis en place un projet de partenariat entre radios à l'échelle européenne. Ce jeudi, 8 nationalités se rencontraient à Sillé-le-Guillaume pour mettre en place leur partenariat. Lucille Canté y était. Anglais, français, espagnol, suédois, on parlait toutes les langues ce jeudi midi au micro de Fréquence Sillé. Éric Lucas, directeur de la station, accueille ses partenaires européens pour mettre en place la feuille de route de leur projet commun. Le but de cette rencontre, c'est d'organiser le travail qui va se faire sur 2 ans. Et l'objectif de cette action qui est financée par l'Europe, ce sera de fabriquer un livret de compétences qui sera disponible sur Internet et qui permettra à chaque personne, adulte, jeune, senior, qui agit dans les radios en Europe, de pouvoir faire valoir ce qu'il a acquis pour son insertion, par exemple, professionnelle. Pendant 1 heure, Éric Lucas, accompagné d'une traductrice et d'une dizaine d'intervenants, a animé une émission spéciale au programme Faire connaissance avec ces radios venues de toute l'Europe. John qui nous vient du Royaume-Uni, Yolanda de Madrid, Liam de Dublin, David de Eskilstuna en Suède. Cette journée, c'est aussi l'occasion pour chacun de se servir de l'expérience des autres. La situation des radios associatives est bien différente selon les pays d'Europe. Si les Irlandais s'estiment plutôt chanceux, en Espagne, ce n'est pas le même discours. Avec cette rencontre, on réalise que nous ne sommes pas les seuls à travailler comme nous le faisons pour une radio associative. On voit aussi que la loi en Espagne est très en retard par rapport à d'autres pays d'Europe. On peut comparer les systèmes de gestion des radios, la place du bénévolat, de la formation. Tout cela est très intéressant. Le livret de compétences pour les radios associatives devrait voir le jour en juin 2014. D'ici là, d'autres rencontres sont prévues partout en Europe. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Dans un instant, la météo avec Romuald Besson. Et puis on retrouvera alors pour l'actu vue par les entrepreneurs. On parlera de compétitivité.